Je ne me considère pas autodidacte, mais je n'ai pas non plus fait d'école d'art. Voilà ce que je réponds quand on me demande si j'ai appris le dessin seul. J'ai pris des cours de dessin ça et là, j'ai rejoint des ateliers, fait des stages, etc. Et je n'ai pas honte de cela. C'est comme ça que, tranquillement, je progresse petit à petit vers un niveau qui se rapproche des aptitudes que je cherche à avoir. J'ai donc eu la chance d'avoir un enseignement avec beaucoup de professeurs différents qui avaient eux-mêmes des méthodes et des expériences différentes, et dans cette vidéo, je vais vous partager un peu les conseils qui m'ont tellement marqué que je m'en souviens encore quand je prends un crayon aujourd'hui, alors que j'ai une mémoire très limitée. Et ce sont des conseils que je donnerai les yeux fermés à tous les débutants. Et pendant ce temps, je vous invite à peindre avec moi ce moineau sur un hortensia qui sera l'illustration du mois de septembre du calendrier des oiseaux bleus. Pour ceux qui me découvriraient avec cette vidéo, bonjour, je m'appelle Neda et je partage ici mon parcours sur la voie de l'illustration et de la peinture. Nous allons commencer avec les conseils autour du matériel. Le premier conseil, je crois que je l'ai repris des dizaines de fois sur cette chaîne. Dans vos carnets de croquis, arrêtez de dessiner au crayon à papier. C'est un conseil qui m'a été donné par un surveillant qui avait monté un club de dessin quand j'étais au collège. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à apprécier le dessin au stylo bille dans mes carnets. Quand on dessine au crayon à papier, on a vite tendance à gommer, à modifier, à refaire, et ça prend un temps fou pendant lequel on reste bloqué sur sa feuille sans prendre de recul pour un résultat parfois frustrant. Pour peu qu'on soit du genre à appuyer trop sur ses crayons, le dessin sera sali par les gommages à répétition. En plus, cela sacralise les carnets comme des espaces où on n'a pas le droit à l'erreur alors qu'on est beaucoup moins téméraire dessus, et forcément, si l'on a pris plusieurs heures à accoucher d'un dessin dont on n'est pas content, dans un carnet on n'a pas envie d'y revenir le lendemain. Avec un dessin indélébile, vous n'êtes pas forcément satisfait du résultat final, mais au moins vous vous autorisez à considérer le carnet de croquis comme un lieu de création, d'expérimentation pour vous, et ça c'est super important. Je ne me souviens plus qui m'a donné le second conseil, peut-être la professeure de modèle vivant en mana. Le conseil, c'est de tenir son crayon et ses pinceaux plus haut. Cela permet d'avoir un geste plus libre et déterminé car le mouvement viendra de l'épaule et mobilise une grande partie du corps et pas uniquement le poignet. En bonus, cela vous permettra d'éviter les tendinites au poignet. C'est un conseil que j'utilise trop peu quand je peins malheureusement. Mais c'est pour ça que j'essaie de travailler un peu plus sur des grands formats qui sont plus adaptés pour mettre en œuvre ce conseil. En tout cas, j'essaie de l'intégrer de plus en plus. Et en plus, cela évite de laisser des traces avec vos mains sur vos dessins. Investir dans énormément de matériel ne fera pas de vous de meilleurs artistes. Lors d'un stage avec Sophie Graverand dans les serres du jardin d'Auteuil, j'ai eu la chance d'avoir un cours express de théorie de la couleur et c'était fascinant. C'est tout bête, mais si vous commencez le dessin, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter des palettes de 48 couleurs, des boîtes de 96 crayons, car le fait de commencer avec 4 ou 5 couleurs primaires, car le noir n'est pas obligatoire selon moi, c'est un super exercice. Cela vous aidera énormément dans votre pratique. Allez en magasin Beaux-Arts, choisissez 5 couleurs, ça peut être des couleurs primaires pures ou non, et ensuite amusez-vous à les mélanger sur le papier pour vous rendre compte quelles sont les superpositions intéressantes ou non. Vous avez sans doute l'impression de faire le meilleur deal de votre vie en achetant une grande boîte, mais pas forcément parce qu'il y a assez de peu de chances que vous utilisiez toutes les couleurs de celle-ci, et le fait de vous approprier les couleurs, ça va renforcer votre résolution pour le dessin et surtout ça vous forcera à comprendre la théorie de la couleur. Et ça c'est vraiment super important. Après, pourquoi pas vous offrir un crayon ou un tube de peinture par mois sur le reste de l'année avec uniquement des couleurs qui vous plaisent et dont vous vous servez. Vous créerez ainsi votre palette à vous et vos créations auront d'autant plus de personnalité. Je pense tout de même que s'il y a un investissement à faire dans du matériel, c'est dans du bon papier et dans des carnets avec du bon papier également. Tournez-vous vers un papier adapté aux techniques que vous utilisez, demandez conseil dans des magasins Beaux-Arts, ça semble anodin mais franchement, ça change vraiment la donne tant en termes de plaisir de créer que de résultats. Quand je n'avais pas envie de dépenser trop dans du papier, j'utilisais et j'utilise encore la gamme Canson XL pour l'aquarelle et la gamme Painton de Clairefontaine pour les techniques sèches. Je vous remettrai les références dans la barre de description.
Dans cette partie-là, je vais plutôt vous parler d'anecdotes collectées lors de différents cours et qui me servent au quotidien lorsque je bloque ou lorsque j'ai des sujets trop intimidants à représenter. Vous pouvez utiliser les conseils qui vont suivre pour enrichir vos carnets de croquis aussi. Je vais essayer d'y ajouter des exercices pratiques. Il y a 2 conseils qui m'ont permis d'arrêter d'avoir peur de dessiner des formes plus complexes. Sans ces méthodes, je ne m'attaquerai pas à des sujets comme cette hortensia justement. Le premier, c'est que tous les objets et êtres vivants peuvent être simplifiés et décomposés en formes géométriques simples. Cercle, carré et triangle. En réalité, c'est plutôt cône, sphère et parallélépipède, mais simplifions. Essayez, c'est un super exercice, ça marche extrêmement bien pour les oiseaux, qui résumés en cercle sont assez faciles à représenter au final. Mais j'utilise surtout cette méthode pour les plantes qui, dès lors qu'il y a plusieurs feuilles en perspective, peuvent être des sujets très intimidants. Pour cette hortensia, par exemple, j'ai bien observé mon sujet et plutôt que de le considérer comme des pétales de fleurs, j'ai essayé de le simplifier en des plans que je vois dans l'espace. Un exercice que vous pourriez mettre en application tout de suite. Au niveau débutant, posez une carafe d'eau, un vase ou une gourde devant vos yeux et décomposez-le en forme simple. Le niveau 2 de cet exercice, essayez de le faire avec l'une de vos plantes ou quelques fleurs d'un bouquet. Et le niveau 3, est-ce que vous arriveriez à faire cet exercice avec une paire de lunettes? Le second conseil va peut-être parler à ceux qui peignent à l'aquarelle. C'est peut-être une notion plus évidente à percevoir en peinture. L'espace négatif ou vide ou la contreforme est aussi important que l'espace dessiné ou la forme. Devant un sujet trop impressionnant, n'hésitez pas à d'abord vous concentrer sur comment les zones de vide permettent à votre sujet d'exister. Un exercice que vous pourriez mettre en application tout de suite, essayez de représenter 3 fruits ou légumes de votre panier de fruits grâce à un fond noir ou coloré en ombre chinoise. Interdiction de dessiner les contours, utilisez un feutre ou de la peinture. Le fruit doit être reconnaissable uniquement grâce à sa contreforme, comme si vous aviez mis un pochoir en fait. Le niveau 2 de cet exercice, ce serait de représenter une théière grâce à la même méthode. Et si vous voulez aller un peu plus loin, arriverez-vous à reproduire le profil de quelqu'un que vous connaissez avec cette méthode et que la personne reste reconnaissable? J'utilise aussi l'espace négatif pour mieux analyser mes dessins, notamment mes croquis avant de passer à la couleur pour les aquarelles. Plutôt que de me concentrer sur le sujet, je regarde les espaces vides, leur taille, leur direction, et cela me permet de corriger des erreurs de composition avant de poser la peinture. Un autre exercice et conseil de dessin, c'est de dessiner le même sujet pour voir sa progression, de manière ludique. En 2019, j'ai pris des cours particuliers de dessin via Calprof avec une artiste. Je vous mettrai en barre d'infos son compte Instagram. Les cours ont pris fin grâce à notre ami le Coco, mais on a quand même fait plusieurs séances hebdomadaires. Elle me faisait notamment faire un exercice très chouette qui consistait à dessiner le même petit personnage chaque semaine. Cela me permettait de tester plusieurs médiums et de voir ma progression au fil des semaines, et je trouvais ça assez motivant de le faire. Un exercice pour ce conseil, du coup, pourquoi pas refaire le même défi que moi? Prenez un bibelot, un coquillage, un objet sur votre table de chevet, un porte-clés sympa, qui fait partie de votre quotidien, et chaque semaine, prenez 15 minutes pour le dessiner. Analysez-le, créez-vous un rituel, par exemple pendant votre petit déjeuner du dimanche. Au bout d'un an, vous aurez 50 dessins pour voir votre progression comme un journal de bord tout le long de l'année. Et vous pouvez même vraiment en faire un journal de bord en écrivant un petit peu comment vous vous êtes senti dans la semaine. Pourquoi pas même d'abord écrire un mot qui définit votre semaine et ensuite redessiner le bibelot en gardant cette émotion-là en tête. Je ne me souviens pas de qui je tiens ça, mais on a révolutionné ma vie en me faisant remarquer que je n'avais pas besoin de tout dessiner. Et notamment pour que mes dessins soient plus réalistes, je n'avais justement pas besoin de mettre autant de détails que ce que j'imaginais. Ça peut paraître un peu idiot, mais au final c'est logique. Dans la réalité, un objet positionné loin sera moins net qu'un objet situé devant nos yeux. Quand on dessine de manière égale avec la même quantité de détails, on annule toute hiérarchie dans le dessin. Et non seulement on perd beaucoup en profondeur,
mais on a aussi du mal à vraiment voir le sujet et à comprendre la narration, ce que vous avez envie de dire. C'est un peu le cas par exemple de nombreuses peintures du Moyen-Âge ou des tapisseries sur lesquelles tous les éléments ont l'air d'être sur le même plan parce qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie au niveau de la profondeur, de champ, des couleurs, etc. Ça peut être un parti pris très fort si votre intention est de confuser l'œil de la personne qui regarde votre travail justement. Mais le mot-clé est bien intention. Une création très réussie d'utiliser l'absence de hiérarchie pour exprimer une idée et pour créer quelque chose de sympa, c'est par exemple les Où est Charlie, où tous les personnages sont représentés comme s'ils étaient sur le même plan, et ainsi il est beaucoup plus difficile de retrouver le personnage de Charlie parce qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie justement entre les différents personnages. Pour moi qui travaille le monochrome, c'est d'autant plus important de faire attention à ce genre de choses parce que je ne m'autorise pas à d'autres couleurs que le bleu pour raconter ce que je souhaite au travers de mes dessins. On en revient de toute manière toujours à la notion de contraste qui fait partie du vocabulaire de tous les professeurs de dessin et de tous les dessinateurs. Contraste, ça peut être les lumières, les couleurs, les formes, les tailles, mais aussi ce qui est loin, ce qui est proche, ce qui est flou et ce qui est net. Ici, l'exercice, c'est plutôt un entraînement pour votre œil. La prochaine fois que vous regardez l'un de vos films préférés, prenez 4 ou 5 captures d'écran des moments clés avec une composition sympa. Et ensuite, imaginez la vignette de storyboard qui a pu servir à créer ces images. Il y a forcément des éléments qui vont être mis en avant et d'autres en second plan que vous représenterez comme des grandes masses. Un groupe de personnes, un décor. Le cinéma est une super source d'inspiration pour progresser en composition. Une fois que vous aurez fait cette collection de vignettes, elles pourront vous servir à faire des compositions que vous apprécierez dans vos prochains dessins. Puisqu'on parle de vignettes, je viens d'entamer les cours de motion design et ça me permet de vous rappeler un conseil qui est une évidence pour moi, mais peut-être pas pour tout le monde. Planifiez vos dessins. C'est vraiment hyper important. Cela devrait être le premier conseil de cette vidéo d'ailleurs. Avant de positionner le premier coup de crayon sur ma feuille finale, je crée toujours une petite vignette style storyboard dans un carnet. Ça n'est pas obligatoirement un dessin très poussé, toute l'idée de le faire le plus petit possible pour se concentrer uniquement sur la composition générale et les lignes de force du dessin. Depuis que je fais ça, même si je continue à faire des erreurs de composition comme placer les becs trop près des bords de feuilles, je progresse beaucoup là-dessus et mes compositions sont plus intentionnelles, créatives et racontent ce que je cherche à raconter. J'aurais adoré vous transmettre un conseil hyper poussé de l'école d'architecture, mais franchement à l'école d'archi, les cours de dessin, ça consistait à se poser devant un bâtiment et un prof qui nous disait de dessiner pendant qu'il allait boire un café. Bref, quand même, ça apprend bien une chose. Je le répète beaucoup, parce qu'on me l'a beaucoup répété. Pour progresser en dessin, le seul et unique vrai secret, c'est qu'il faut dessiner encore et encore. Autant que vous le pouvez, même si c'est seulement quelques minutes par semaine, et à force de persévérance, de temps en temps, vous aurez l'impression d'avoir compris quelque chose et vous ferez un bond de progrès que vous-même vous ne comprendrez pas. La progression n'est malheureusement pas linéaire, elle est plutôt organique et vous l'apercevrez comme des cadeaux surprises qui arriveront sans que vous ne puissiez le prévoir. Mais ça fait aussi partie du fun, non ? D'avoir ces petites surprises. Le conseil, ou plutôt le dicton le plus récent qu'on m'ait donné, c'était le mois dernier. Le dessin, c'est toujours une interprétation de ce que l'on voit. Quand un professeur émérite de dessin scientifique au Muséum d'Histoire Naturelle te dit ça, c'est une immense bouffée d'air, une explosion dans mon cerveau de perfectionniste. Encore une fois, si on dessine quelque chose, si on le représente d'une autre manière que la photographie, et encore, même en photographie, on peut se permettre des pas de côté, ce n'est pas pour redire exactement la chose de manière exhaustive. C'est aussi pour expliquer quelque chose, exprimer un point de vue. Donc forcément, vous ne dessinerez jamais ce que vous voyez tel que quelqu'un d'autre le verra. C'est impossible. C'est toujours une interprétation de ce que l'on voit ou de ce que l'on veut montrer. Je n'ai pas beaucoup plus à dire sur cette phrase, simplement, peut-être que vous aussi, vous aviez besoin de l'entendre. Et si je peux vous donner mon propre conseil,
N'oubliez pas d'aimer l'acte de créer plus que vos créations finies. Vous faites peut-être partie de ces enfants qui étaient toujours entourés de leurs copains qui trouvaient qu'ils dessinaient incroyablement bien et qui du coup faisaient des dessins pour toutes les personnes de la classe et qui finalement ont complètement arrêté de créer après avoir fini l'école parce qu'il n'y avait plus ce public-là. C'est parce que vous ne vous concentrez pas suffisamment sur l'acte de créer, mais sur la création finale qui plaisait aux autres. Et vous vous oubliez dans ce process-là. Un conseil bonus, si vous décidez de vous faire un thé, pendant que vous peignez, posez votre thé du côté de la main avec laquelle vous ne peignez pas. D'abord, cela vous évitera de donner un coup de dent et de tout renverser sur votre feuille, mais ensuite et surtout, vous éviterez de rincer votre pinceau plein de pigments dans votre thé. C'est une expérience très très désagréable. J'espère qu'il y a quelques conseils qui résonnent en vous autant qu'ils ont résonné en moi. Ce que j'aime avec ces différents conseils, c'est qu'ils ont pour point commun de nous rappeler de lâcher prise. Il y a sûrement plein d'autres conseils ou tips de dessin qui sont indispensables pour progresser. Est-ce que vous aussi, il y a des conseils qui vous ont marqué comme ceux que je vous ai présentés précédemment ? J'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie et celle de ce moineau. Le calendrier des oiseaux bleus est toujours disponible en précommande et je mettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse de participer à la cagnotte. Ne partez pas sans laisser un pouce sur la vidéo et si vous n'avez pas eu votre dose de bleu, abonnez-vous.